Bonjour à toutes et à tous. La Tchéquie est-elle prête à affronter l'hiver ? Une potentielle recrudescence du Covid-19 alors que les indicateurs épidémiques sont pour l'heure encourageants. On fait le point en début d'émission sur la situation dans le pays. Le festival de films documentaires de Jihlava s'est achevé dimanche dernier. Entretien dans ce programme avec la réalisatrice française Judith Offray qui a reçu le prix principal ainsi que le prix de la meilleure caméra dans la catégorie des films étrangers. Hommage enfin au poète et éditeur Cédric Demangeau, disparu il y a 1 an et demi et qui a tant œuvré pour faire découvrir la poésie tchèque aux lecteurs français avertis. Une soirée du souvenir est organisée le 10 novembre à l'Institut français de Prague. Bonne écoute de ce programme. Il y a 1 an, en octobre 2021, la situation sanitaire se dégradait une nouvelle fois considérablement en Tchéquie face à la forte recrudescence de la circulation du Covid. Le gouvernement craignait alors même d'être confronté au pire scénario de l'épidémie. 1 an plus tard, si le ministère de la Santé reste prudent, il se veut néanmoins autrement plus confiant pour les semaines et mois à venir. Le point avec Guillaume Larguet. Faible taux de vaccination, indiscipline et non-respect des mesures sanitaires étaient les principales raisons avancées par les autorités pour expliquer cette nouvelle vague de contamination. Comme ses pays voisins d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, la République tchèque était alors touchée de plein fouet et le gouvernement décidait de rétablir certaines restrictions et de renforcer les contrôles. Écoles, universités, entreprises ou encore bars et restaurants se préparaient à revivre la même situation qu'1 an auparavant, en 2020, quand tout avait été fermé au public. 1 an plus tard, il suffit de se promener dans les rues de Prague ou de toute autre ville du pays pour en avoir le cœur net. L'horizon est autrement plus dégagé en République tchèque. Au sens propre, puisqu'une météo quasi printanière continue de régner, comme au figuré, comme l'ont confirmé les propos du ministre de la Santé, Vlastimil Válek, mardi, à l'occasion du lancement d'une nouvelle campagne visant à encourager les Tchèques qui ne l'ont pas encore fait à se faire vacciner. D'abord, même si les données chiffrées n'ont plus la même signification ni la même importance qu'il y a encore 1 an, entre autres raisons parce que les tests de dépistage sont devenus beaucoup moins fréquents et que les contaminations répétées ne sont plus prises en compte, le nombre de nouveaux cas tend à baisser ces 3 dernières semaines, un peu plus de 2000 lundi, de même que celui des hospitalisations, 1 millier de personnes actuellement, parmi lesquelles seulement quelques dizaines de cas graves dans les 14 régions du pays, soit environ 2 fois moins que l'année dernière à la même époque. Nous n'avons pas besoin de l'état d'urgence et nous ne prévoyons ni mesures à l'échelle nationale, ni confinement, a donc confirmé le ministre, un ministre qui a évoqué, je cite, la fin d'une petite vague qui avait commencé début septembre et qui a culminé à quelques 3500 tests positifs quotidiens. À titre de comparaison, cette donnée avait dépassé la barre des 29 000 en janvier dernier, au sommet de la vague automne 2021, hiver 2022. Grande figure de la première vague de coronavirus en République tchèque au printemps 2020, l'épidémiologiste Roman Primula a lui aussi qualifié la situation actuelle de « très calme ». Par ailleurs, si l'Omicron est plus contagieux que les variants précédents, il possède des effets différents sur la santé. Ainsi donc, toujours selon Roman Primula, sauf apparition, je cite, d'un nouveau variant plus agressif, la République tchèque ne devrait pas avoir de problème pour gérer au mieux une possible prochaine épidémie. Vlastimil Válek s'est félicité de l'état de préparation du ministère de la Santé à l'approche de l'hiver. Je cite, « Nous disposons des vaccins les plus modernes, nous avons un réseau de médecins généralistes, de centres de vaccination et de centres de dépistage qui fonctionnent parfaitement et nous avons absolument tous les médicaments nécessaires disponibles gratuitement et en quantité suffisante, a assuré le ministre. » Alors que la 4e dose de vaccin est disponible en République tchèque depuis le mois de juillet, ce constat n'a pas empêché le ministre de regretter l'intérêt pour la vaccination n'ait pas augmenté de manière significative en l'espace d'1 an. À la fin du mois d'octobre 2021, environ 59% de la population avait reçu au moins une dose. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse seulement les 65%.
De même, l'année dernière, pour la moitié des vaccinations recensées en octobre, il s'agissait de l'administration d'une 3e dose. Un an plus tard, les administrations de la première dose sont devenues encore plus rares. Depuis début septembre, seuls un peu plus de 3300 personnes se sont laissées convaincre ou ont décidé de se faire vacciner. À l'échelle de l'Union européenne, avec 66% de sa population ayant reçu au moins une dose et 65% totalement vaccinés, la République tchèque n'apparaît ainsi qu'en 22e position au classement de la couverture. Au Festival international du film documentaire de Jirlava qui s'est achevé le 30 octobre, le film 7h15 Merle Noir de la réalisatrice française Judith Offray a reçu le prix principal ainsi que le prix de la meilleure caméra dans la catégorie Opus Bonum qui récompense les meilleurs films étrangers. Au micro d'Anaïs Rimbaud, Judith Offray a évoqué non seulement ce moyen métrage entre documentaire et fiction qui donne la parole autant aux oiseaux qu'aux hommes, mais aussi son projet de long métrage interrogeant à nouveau les relations entre humains et animaux sauvages. Mais tout d'abord, elle a expliqué ce que cette récompense et le festival de Jirlava représentaient pour elle et pour le milieu du cinéma documentaire en France. C'est génial en fait parce que du coup ça veut dire que le film peut traverser les frontières, donc ce qui est quand même très bien. Donc ça prouve que voilà, il y a une espèce d'universalité comme ça qui est vraiment chouette. Et puis il se trouve que Jirlava en plus c'est un festival auquel moi j'avais été il y a 2 ans déjà pour un autre film et qui a vraiment un regard, je trouve, très intéressant sur la création documentaire aujourd'hui et en même temps qui ouvre aussi à d'autres formes, à des formes de documentaires qui sont aussi très proches de la fiction, comme mon film par exemple. Donc voilà, je suis super honorée de ce prix et c'est génial quoi. Surtout c'est un festival aussi qui travaille avec d'autres festivals de documentaires européens. Il y a tout un programme comme ça européen. Donc voilà, c'est une super visibilité aussi. Est-ce que c'est un festival qui est très connu dans le milieu du cinéma documentaire en France ? Il est assez connu, ouais. Il est pas... Alors très connu, je sais pas, mais en tout cas, moi dans le milieu dans lequel je gravite un peu, c'est une référence. Outre le prix, donc le prix principal de la catégorie Opus Bonum, vous avez aussi le film a aussi remporté un prix pour le meilleur travail de caméra. Tout d'abord, je voulais demander à qui vont les honneurs. et puis aussi cette catégorie en fait a été instaurée l'année dernière à la 25e édition du festival. Avant, on mettait pas vraiment en valeur le travail qui est moins visible peut-être. Est-ce que ça vous semble important de récompenser aussi la caméra, le son, ces petites mains, pas si petites que ça. Ouais, alors le chef opérateur s'appelle Mario Valero et il était assisté de Raymond Gaffier, qui sont tous les deux des jeunes chefs opérateurs, mais aussi Mario est aussi réalisateur de films, voilà. Et donc ils formaient une équipe comme ça, un binôme vraiment génial à l'image. Et je pense que c'est important, oui, parce que peut-être que aussi, parfois dans le documentaire, il y a un peu cette idée comme ça que ça serait forcément un peu, qu'il y aurait peut-être des partis pris artistiques ou formels qui seraient laissés de côté, on va dire. Et je pense que c'est pas vrai. Donc encourager et récompenser le son et l'image me semble important pour ça. Voilà. Est-ce que d'autres festivals de films documentaires le font ? Eh ben, à ma connaissance, je crois pas. Non, c'est vrai que j'ai jamais vu ça dans un festival de documentaire, effectivement. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, je trouve que c'est une très bonne idée. Pour revenir à votre film 7h15 Merle Noir, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs qui ne l'ont pas encore vu, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ça parle ? Oui. Donc c'est un film qui, pour le coup, donc le film se base sur une matière très documentaire, mais on peut dire quand même que c'est plutôt une fiction. Et en fait, donc c'est autour d'un personnage qui est un audio-naturaliste, donc qui passe ses journées à enregistrer le son des animaux dans la forêt, et qui vit comme un ermite dans une forêt en Lozère, donc dans les Cévennes, une région très très reculée de France, et qui enregistre, emmagasine, note, archive tous les sons des animaux qu'il entend. Et une nuit, il entend un cri qu'il n'arrive pas à identifier, et il part à la recherche de cette créature, accompagnée par une jeune fille qui a la capacité de communiquer avec les oiseaux. Voilà. Où est-ce que ce film va être projeté dans les semaines ou mois à venir ? Eh ben, je sais pas. Je sais pas trop. Mais voilà, j'espère qu'il va continuer sa vie, en tout cas. Est-ce qu'il est accessible en ligne, peut-être ?
Il est en République tchèque, oui. Il va être accessible jusqu'au, je crois mi-novembre. Il y a une reprise du festival en ligne. Par contre, pour les autres pays, non, pas encore. Voilà, faut attendre un petit peu. Mais parce que pour l'instant, il continue sa vie en festival. Donc tant qu'il sera visible en festival, il ne le sera pas sur Internet. Après ce succès, est-ce que vous travaillez déjà sur un autre film ? Oui, en fait, ce film-là, je l'ai terminé il y a un petit moment finalement. Et donc depuis, j'ai fait un autre court-métrage dont je suis en train de développer là un long-métrage à partir de ce court-métrage, et qui est autour des relations entre les humains et les orang-outans. Voilà, donc c'est un peu le prolongement finalement de ce questionnement sur la relation entre les humains et les animaux sauvages. Le 28 janvier 2021, le poète et éditeur Cédric Demangeot disparaissait à l'âge de 46 ans seulement. Auteur de nombreux recueils de poésie, mais aussi de 2 pièces de théâtre, on lui doit la publication de plusieurs poètes tchèques en français. C'est grâce au traducteur tchèque et ancien correspondant de la télévision tchèque à Paris, Petr Zavadil, que Cédric Demangeot a découvert la poésie tchèque. Petr Zavadil est revenu au micro de Radio Prague International sur le rapport de son ami à la poésie. Il aimait la poésie dès le plus jeune âge, et donc je suppose que pour lui c'était logique de passer à l'acte très tôt. Donc il a commencé à écrire très jeune. Il a travaillé dans une maison d'édition d'abord, c'était Fata Morgana à Montpellier, parce que je crois que c'était là-bas qu'il vivait à l'époque avec ses parents. Il voulait faire les choses à sa manière, donc une manière différente de celle du propriétaire de Fata Morgana. Et il a décidé de créer les éditions Ficile, ou peut-être d'abord de créer une revue littéraire qui s'appelait Moriturus, qui n'a eu que 5 numéros en 4 volumes entre 2002 et 2005, je crois. Où il a décidé de réunir des poètes qui écrivaient pas de la même manière que lui, mais que je dirais avaient le même rapport à la vie, au vrai, qui était très important pour lui. Il considérait que la poésie française actuelle, souvent, n'est pas assez proche de la vie, qu'elle est très formelle, et il cherchait dans la poésie ça, justement. Et c'est ça ce qu'il a trouvé plus tard aussi dans la poésie tchèque. C'est vous, j'imagine, qui lui avez fait découvrir aussi cette poésie tchèque. C'est via votre rencontre, d'abord épistolaire, puis réelle, qu'il est rentré un petit peu dans ce monde littéraire poétique tchèque. Alors, j'ai joué mon rôle, je crois. Je lui ai envoyé très tôt l'anthologie que Petr Král, un poète tchéco-français, a fait de la poésie tchèque, une anthologie chez Gallimard, Poésie Gallimard, qu'il ne connaissait pas. Il en avait même honte, il me l'a dit, et qu'il a beaucoup aimé. Mais il connaissait, il avait déjà des notions de la littérature, disons, centre-européenne, mais il s'est orienté vers la littérature tchèque aussi, grâce à moi, je suppose. Et il a très vite trouvé des auteurs qui lui étaient très proches. Que ce soit František Halas, Zbigněk Hejda, et plus tard Bohdan Chlíbec, qu'on a traduit ensemble. Justement, qu'est-ce qui l'a séduit dans cette poésie tchèque, ou particulièrement dans ses auteurs, Est-ce qu'il vous en parlait ? Il en parlait très bien, mais je ne sais pas le reproduire. Je sais qu'il adorait le tchèque en tant que langue, déjà. Musique qu'il a commencé à apprendre la musique. Il adorait beaucoup les monosyllabes, les mots monosyllabes. Il disait que le français n'en avait pas autant et que ça manquait en français. D'ailleurs, sa propre poésie est souvent construite avec des mots très courts. Il aimait beaucoup ça. Ça crée un rythme qu'il adorait. Et donc, il adorait ça aussi dans la poésie tchèque. Après, pourquoi ces auteurs-là, justement? Je crois que c'est ce que je disais. Il avait l'impression que ces auteurs-là, déjà, se situaient un peu en marge, ce qui était un espace que Cédric aimait beaucoup. Lui-même, il vivait un peu à l'écart.
sa poésie est aussi un peu marginale, ou était un peu marginale dans le cadre de la poésie française actuelle. Je crois que c'est en train de changer un peu, qu'on commence pas mal à s'intéresser à lui. À part cette marginalité, il y retrouvait ce rapport très vif à la vie. Il faisait une distinction très nette entre la vie et le monde. Le monde, c'était ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il considérait un peu inopportun. Et ce qu'il recherchait, c'était la vraie vie. Et il avait l'impression que les poètes tchèques, enfin ceux qu'il a décidé de publier en français, avaient un rapport très direct, parfois même très cru, à la vie. Est-ce qu'il a appris un peu le tchèque ? Il a appris pas mal. Ce qui lui permettait, j'imagine, du coup, d'avoir un accès plus direct que via vos traductions, par exemple. Bien sûr. Au tout début de notre relation, il m'a proposé de traduire ensemble les poètes tchèques. On a fait une première tentative de traduction de František Halas et d'Ivan Diviš. Et donc, c'était moi qui faisais des traductions, disons, littérales. Très mauvaises. Et comme il n'avait pas de notion de tchèque à l'époque, il ne pouvait pas trouver le bon ton. Après, il s'est mis à apprendre le tchèque très vite. Il a eu des notions assez importantes de cette langue. Et on a repris cet exercice-là. Et du coup, ça a marché beaucoup mieux parce qu'il a su, par instinct poétique, je suppose, très vite, trouver les erreurs que je faisais en traduisant, enfin, en lui soumettant la première version. Vous parliez tout à l'heure du fait que ce qui lui plaisait dans la langue tchèque, c'est ce côté monosyllabique. Est-ce qu'il y a eu peut-être, c'est l'idée qui m'est venue en vous entendant, un avant et un après de cette découverte et du tchèque et de la poésie tchèque dans son écriture à lui ? Est-ce qu'il y a eu une influence peut-être, un changement à ce moment-là ? Je dirais pas. Enfin, si, il y a des étapes dans l'écriture de Cédric. Peut-être même pas des étapes. Il reprenait un certain type d'écriture continuellement. Il passait d'une écriture à une autre. Il écrivait aussi des notes. Il écrivait des poèmes longs, des poèmes courts, des pièces de théâtre. Et il avait besoin de cette diversité d'écriture, un besoin très personnel, je crois. Vous organisez donc une soirée à l'Institut français le 10 novembre, me semble-t-il. Le 10 novembre. Voilà, est-ce qu'on peut en dire 2 mots ? Alors, ce sera vraiment une soirée pour rappeler le travail que Cédric a fait, non seulement en tant que poète, mais on va parler aussi du poète, mais en tant que traducteur et éditeur de la littérature tchèque, et notamment de la poésie tchèque. Il y a eu quand même quelques proses de Richard Weiner, par exemple, mais notamment de la poésie. Donc, ce qui est prévu, c'est d'avoir une soirée en 3 temps. En premier temps, on va parler du poète et de l'influence qu'a pu avoir la traduction des poèmes de Cédric en tchèque sur les poètes tchèques. Il y en a qui revendiquent cette influence ou qui disent, pour le moins, qu'ils aiment beaucoup sa poésie. Dans un deuxième temps, on va parler de Cédric traducteur, et bien sûr notamment traducteur du tchèque. Là, Bohdan Chlibec sera présent parce que c'est lui qu'on a traduit le plus parmi tous les poètes tchèques. Et dans un dernier temps, je crois que c'est Xavier Galmiche qui va parler de l'importance du travail d'éditeur de Cédric par rapport à la poésie tchèque. C'est la fin de ce programme préparé par toute la rédaction française de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Ahoj!